On avance dans l'histoire et à la fin du 8e siècle, l'un des chefs francs, Carolus Magnus, ça veut dire le grand Charles, parce qu'il est grand. Je crois qu'il mesure 1m80 ou... Non, il est petit. Bon. En tout cas, donc, Carolus Magnus, que l'on appelle Charlemagne, rassemble sous son autorité une vaste partie de l'Europe occidentale. Je dis une vaste partie, c'est la partie qui est en jaune. Vous voyez qu'on est très loin d'avoir une Europe unie. Quand je vois que l'Union européenne, par exemple, distribue un prix Charlemagne, c'est une plaisanterie. Vous voyez que l'empire de Charlemagne, enfin c'est pas un empire, je vais en parler dans un instant, les conquêtes qu'il fait représentent l'équivalent actuel de la France moins la Bretagne, une partie, la partie nord-est de l'Espagne, c'est-à-dire la Navarre, la Catalogne, le nord de l'Italie, une partie de ce qui est actuellement, enfin ce qui est actuellement la Belgique, les Pays-Bas, une partie de ce qui est actuellement l'Allemagne, l'Autriche et puis également peut-être un morceau de Roumanie, de Hongrie, pardon. Mais donc vous voyez que c'est comment dirais-je, un ensemble politique relativement important, mais qui est loin quand même de représenter toute l'Europe. Néanmoins, pour la première fois depuis des siècles, on a sous l'autorité d'une seule personne cette partie de l'Europe occidentale qui a été réunie. Ça mériterait des nuances, bien entendu, parce que nous sommes dans un système féodal avec toute une série de relations, vous savez, entre les suzerains et les vassaux, entre les fiefs et les hommages. Mais nous avons à peu près ce système. Et c'est alors que l'idée impériale va ressusciter en Occident. Charlemagne décide, sur les conseils des gens qui l'entourent, de ressusciter le mythe de l'Empire universel en Europe occidentale. Et il le décide d'autant plus, je reviens sur ma planche antérieure, l'Empire byzantin, à cette partie de l'histoire, les territoires de Charlemagne sont bordés au sud-est par ce qui est actuellement la Croatie, qui dépendent de l'Empire byzantin, et sont bordés au sud-ouest par l'Espagne, qui à l'époque est musulmane, puisque c'est l'émirat de Cordoue. Donc, les terres de Charlemagne sont entourées à la fois par la menace musulmane et par la menace de l'Empire byzantin. L'empereur byzantin prétendant être le seul représentant de l'Empire universel. Et c'est donc, par souci de diplomatie, que Charlemagne va se dire « je vais, moi, prendre la même légitimité que l'empereur de Byzance ». Donc il va décider de se faire couronner empereur à Rome. À Rome, à Rome parce que d'abord c'est Rome, et puis ensuite il va avoir l'onction de l'Église. Le pape Léon III est devenu son protégé, parce que vous avez vu sur la carte que Charlemagne a conquis le nord de l'Italie. Et donc le pape Léon III est aussi son prisonnier. Léon III va donc accepter de couronner Charlemagne, parce qu'il ne peut pas faire tellement autrement, mais il fait un autre calcul politique. Il se dit, si c'est moi qui couronne le nouvel empereur, ça me rehausse moi aussi, puisque le nouvel empereur tiendra sa légitimité de moi, le pape. On va donc avoir la jonction des deux visions impériales, celle du pouvoir temporel et celle du pouvoir spirituel. C'est le 25 décembre 800, une date fatidique, le jour de Noël, une date très connue des historiens. Le pape Léon III couronne Charlemagne à Saint-Pierre de Rome, et donc il y a une espèce de partage entre Charlemagne, qui va donc être le représentant de l'empire temporel, et le pape, qui va être le représentant de l'empire spirituel. Et voilà comment se fait représenter, ou du moins comment on représente ultérieurement Charlemagne. On le représente avec la croix du Christ en main droite et l'orbe impérial en main gauche. Il prend donc exactement les mêmes attributs que l'empereur byzantin.